Alors, d'abord, merci, Maria, pour cette belle prière d'ouverture. Aujourd'hui, je voudrais vous parler donc de bienveillance. Pourquoi la bienveillance? Ben, moi, j'ai trouvé l'année dernière, cette année de pandémie, euh, les confinements, j'ai trouvé que pour la première fois, on parlait beaucoup de bienveillance envers tous. Alors, oups, là, dans le discours public, dans nos expériences personnelles, par exemple, au début, on nous demandait donc de protéger les personnes âgées, nos aînés. Plus tard, on s'est rendu compte que chacun, on avait besoin d'aide. Donc, on nous a demandé aussi dans le discours public donc, de s'occuper de soi, prends soin de toi. Moi, j'ai vu des publicités à ce niveau-là. J'ai trouvé aussi, on était tous tout à coup très nombreux à travailler en télétravail, à vivre une expérience qui était tout à fait nouvelle. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui en avait plus l'habitude que d'autres. Alors, on était tous à un même niveau. Et puis, même entre collègues, je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience, mais moi, par exemple, un moment donné, j'étais dans une grande réunion avec des gens un peu partout dans le monde. Euh, et puis, c'était à mon tour de faire ma présentation. Je suis à la maison, on est 4 personnes, la ligne Internet, c'est un peu chambranlant. Et puis, tout à coup, pendant ma présentation, pouf, l'Internet est tombé. Et ça a été interrompu, la connexion. Et puis quand je suis revenue, j'arrive à me reconnecter. Quand je reviens, ben, tous les autres attendaient patiemment. Et puis moi, je me sentais mal, je suis désolée. Puis là, j'ai senti tellement de bienveillance des collègues ah, mais t'inquiète pas, c'est comme ça pour tout le monde le vit un peu, cette expérience-là. Puis j'ai trouvé que c'était nouveau pour moi, puis je suis certaine qu'il y en a d'autres qui ont vécu une expérience semblable aussi, d'avoir parce qu'on était tous au même niveau, donc d'avoir cette bienveillance entre nous. Je vais donner l'exemple de ma fille qui a été étudiante à l'Université de Vancouver, mais à partir de Montréal. Et puis, il y avait au cours d'un de ses cours, d'un professeur d'un âge respectable qui, pour la première fois, se trouve à donner des cours en ligne, qui ne maîtrise pas très bien les outils. Puis là, il y a tout à coup, pendant le cours, là, il y avait des petits problèmes techniques, puis il y a une étudiante qui lui dit, ah, ne vous inquiétez pas, professeur, on est tous dans la même situation. Moi, je me suis dit, ouf, j'espère qu'il n'est pas trop orgueilleux parce que c'est peut-être pas évident de se faire dire ça par son étudiant, mais en même temps, ça démontre bien cette bienveillance que chacun avait, autant les étudiants envers les professeurs envers les étudiants, parce qu'on était tous dans cette nouvelle situation. Alors, cette année 2020 m'a montré aussi donc cette importance aussi d'accorder beaucoup de place à la bienveillance dans nos vies, dans notre quotidien, notre vie familiale, notre vie professionnelle. Euh, alors, j'ai pris la peine de vérifier, mais qu'est-ce que c'est exactement que la bienveillance? Alors, j'ai commencé par les classiques, on va vérifier en français. Dans le petit Robert, une définition, c'est une disposition favorable à l'égard de quelqu'un. Le Larousse parle plutôt d'une disposition d'esprit inclinant à la compréhension et à l'indulgence envers autrui. Puis ensuite, j'ai vérifié, mais qu'est-ce qu'en dit le spiritisme, la place de la bienveillance dans le spiritisme? Et puis dans le livre des esprits, à la question 886, quel est le véritable sens du mot charité tel que l'entendait Jésus? Bienveillance pour tout le monde, indulgence pour les imperfections d'autrui, pardon des offenses. Alors, c'est quand même, c'est la première chose, c'est le premier mot qui revient.
c'est bienveillance. On trouve aussi dans l'Évangile selon le spiritisme, la charité sublime enseignée par Jésus consiste aussi dans la bienveillance accordée toujours et en toute chose à votre prochain. Ou encore, s'il place la charité au premier rang des vertus, c'est qu'elle renferme implicitement toutes les autres: l'humilité, la douceur, la bienveillance, l'indulgence, la justice, etc. Et parce qu'elle est la négation absolue de l'orgueil et de l'égoïsme, qui sont nos bien grands mots. Alors, à la lumière de ces deux définitions disons que les définitions de la bienveillance puis de la place de la bienveillance dans le spiritisme, ah non, c'est pas tout de suite. On voit, on peut essayer de vouloir l'appliquer, cette bienveillance, puis ça passe souvent par la réforme intime dont on parle beaucoup, en pratiquant la charité, qui nous aide à élever nos vibrations, en nous incitant d'abord à la connaissance de soi. Il y a Claude Marengo, un membre du Centre, qui a fait beaucoup de longues conférences, plusieurs conférences, c'est-à-dire sur le « connais-toi toi-même ». Quand on comprend ce qu'on est, quand on comprend comment on fonctionne, notre corps fonctionne, nos émotions fonctionnent, d'où elles viennent, ben on se laisse peut-être moins dominer par ça, puis on arrive à avoir une meilleure emprise. La réforme intime, elle nous incite aussi à avoir un regard honnête sur nos gestes et paroles. On se leurre souvent on embellit nos actions, puis on ne veut pas toujours voir l'impact sur les autres. À se placer dans la position de l'autre avec empathie et compassion, ce qui aide souvent à avoir justement le regard honnête sur nos gestes et paroles. À avoir l'humilité de reconnaître les situations blessantes qu'on aurait causées soi-même, aux autres ou à soi, à corriger ou à réparer les situations si c'est possible, parce que des fois, on ne peut pas corriger à la personne comme telle, parce qu'elle est peut-être décédée ou elle est trop loin, mais alors on peut essayer au moins de ne plus répéter ces situations, à pardonner, à demander pardon et à se pardonner soi-même au final, ce qui est la plus grande preuve de bienveillance. Alors, à la lumière de tout ça, si on était bienveillant pour soi, parce qu'on parle de toutes les définitions au début, c'était envers autrui. Moi, je vous rappelle le proverbe « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». Alors, je voudrais ajouter à cette définition « disposition d'esprit inclinant à la compréhension, à l'indulgence envers autrui et envers soi ». Ou encore, si on veut le mettre en une forme plus active, « veiller au bien des autres et de soi ». Alors, pour si on veut être bienveillant pour soi, à quel niveau qu'on peut travailler? Alors, on peut le faire pour tous nos corps énergétiques. On sait qu'on a le corps physique. On peut avoir beaucoup plus que les 4 corps ici, mais ceux-là, c'est peut-être les corps auxquels on a plus facilement accès pour travailler. Il y a le corps physique. Ensuite, il y a le corps mental qui l'entoure, le corps émotionnel et le corps spirituel. Alors, dans cette perspective, moi, j'ai eu la grande chance en début d'année, il y a un courriel qui est rentré de l'infolettre du du monastère des Augustines, et puis qui avait pour titre « La bienveillance au profit de la santé globale », par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez le monastère des Augustines, c'est dans le Vieux-Québec, dans la ville de Québec. Et puis, les Augustines, c'était des religieuses qui ont consacré leur vie à soigner les gens. Puis, ça fait près de 400 ans que le monastère existe. Puis, ils étaient rendus que 8, toutes de 80 ans et plus. Puis, elles voulaient léguer donc leur savoir, leur monastère à la population, mais dans une mission qui respectait le soin des gens. Alors, ils ont tout rénové, ils en ont fait un centre de bien-être.
font un travail très intéressant. Et puis, donc, j'ai reçu ce courriel, cette infolettre, et puis que je veux partager avec vous parce que je trouve que ça donne des très, très bons moyens pour pratiquer la bienveillance envers soi. Puis vous allez voir que si on arrive à être bienveillant pour soi, c'est beaucoup plus facile de l'être pour les autres. Alors, je rappelle les 4 corps, hein? Le corps physique, mental, émotionnel et spirituel. Et puis, elle donne des exemples de ce qu'on peut faire pour améliorer notre santé de chacun de ces corps. Alors, pour la santé physique, ben, par exemple, elle nous propose de réservez-vous un moment dans votre journée pour pratiquer une activité physique qui vous permettra d'évacuer votre stress. Pendant le confinement, on s'est rendu compte tous un peu que le système métro, boulot, dodo, tout ça répondait quand même à plusieurs besoins sans qu'on s'en rende compte. On sort de la maison, on va marcher, on va peut-être prendre le métro, ça répond à un besoin de sortir, on a fait un peu plus d'exercice physique. Ça répond aussi aux besoins sociaux parce qu'on voit les collègues. Puis là, tout à coup, confiné à la maison, on est un peu pris avec nos besoins qui sont plus répondus par le système. Donc, il faut vraiment qu'on apprenne à répondre soi-même à nos besoins. Alors, un de ces besoins, c'est de pratiquer une activité physique. Elle propose de prioriser les activités qui vous font sentir bien. Alors, c'est pas obligé d'être la course. Si on n'aime pas la course, on peut marcher rapide. Si on peut pas faire de la marche rapide, juste sortir, faire une marche, c'est déjà bien aussi. Mais on peut aussi danser. On peut peut-être même chanter. Parce que c'est même avec le chant, on respire différemment, on fait circuler l'énergie différemment. Et puis, mais de ne pas pratiquer toujours cette activité physique-là dans une perspective de performance. Hein? Alors, être bienveillant envers soi, c'est s'accorder aussi, bon, ben, aujourd'hui, je peux faire juste ça, demain, je ferai mieux. Donc, elle propose de laisser tomber le désir de performance et faites place à des objectifs réalistes qui visent la progression plutôt que la perfection. Alors, petit à petit, on va s'améliorer. On commence avec faire le tour du bloc. Et puis, la semaine prochaine, je ferai le tour de 2 blocs, hein, à pied ou à la course, ou l'activité qu'on aura choisie. Elle propose aussi de soyez indulgent envers votre nutrition. Vous pouvez vous permettre des gâteries à l'occasion. L'important, c'est de manger varié, équilibré et en pleine conscience. Pleine conscience, ça veut dire aussi donc de bien mâcher, de savourer, de prendre le temps de bien remarquer les saveurs qui se libèrent dans la bouche, de les ressentir, de les apprécier. Pour la santé physique aussi, ben, il s'agit de prendre un moment dans votre journée pour sortir dehors, prendre de l'air, parce qu'il y en a beaucoup qui vont faire peut-être leur activité physique à l'intérieur. Sortir, prendre de l'air, ben, c'est aussi aller chercher sa petite dose quotidienne de fraîcheur et de vitamine D, dont on a grandement besoin, surtout en hiver. Et puis, elle rappelle l'importance du sommeil. Hein? Essayez de dormir de 7 à 8 heures par nuit parce que c'est pendant le sommeil que tout se joue, le corps se régénère, le système immunitaire se renforce. Et puis en plus, moi je dirais que le système nerveux se repose aussi, donc on peut mieux être plus présent le jour. Alors, pour la santé mentale, pour le corps mental, elle propose de demeurer attentif à vos sentiments, à vos émotions et à vos réactions. Et donnez-vous la permission de vous confier à un proche ou à un professionnel de la santé. Nul besoin d'affronter seul tous les obstacles.
Moi, à mon travail, par exemple, il y a eu beaucoup, beaucoup de rappels sur le programme d'aide aux employés, que c'est les ressources humaines en ont fait beaucoup la promotion parce que c'était important, puis il ne fallait pas hésiter de s'en servir. Apprenez à respecter vos limites et à dire non sans culpabiliser. Ça, c'est très important. C'est très difficile aussi pour plusieurs à faire. Il y en a qui ont peut-être pas de difficulté avec ça du tout, au contraire, là. Mais je vais nous donner ici l'exemple que j'avais lu. C'est un médecin de guerre qui, qui traitait tous les blessés qui arrivaient sous la tente qui servait d'hôpital. Et puis, à un moment donné, après une longue journée de travail, puis il y avait encore plein de blessés qui attendaient à l'extérieur, il s'arrête et puis il dit, «C'est bon, j'arrête, je vais me coucher». Et puis là, les infirmiers: «Oui, mais on ne peut pas arrêter maintenant, regardez tous les gens derrière». Puis il disait: «Si je ne m'arrête pas maintenant, je ne pourrai pas les soigner non plus, demain ou après-demain». Donc, on n'a pas tous besoin de vivre une situation aussi extrême pour comprendre que des fois, il faut dire non, ça suffit. Moi, j'ai besoin de reprendre mes réserves pour pouvoir mieux continuer, pour pouvoir mieux aider. Moi, c'est dans mon rôle de mère que je l'ai appris. À un moment donné, épuisée, vidée, j'ai compris que si je faisais pas attention à moi, je pourrais pas aider ma famille non plus. Je serais pas présente pour les soutenir, à remplir le rôle que j'ai à faire. Donc, c'est là que j'ai commencé à faire un cours de yoga qui était une heure sacrée, là. C'était le dimanche soir, un drôle de rendez-vous, mais qui me convenait très, très bien. Puis si on faisait une excursion, c'était super important pour toute la famille, c'est qu'on revienne à la maison à temps pour que je puisse aller à mon cours de yoga. Parce que cette heure et demie-là que j'avais pour moi, pour faire de l'exercice, pour méditer, elle rapportait à tous. C'est tout le monde, mon conjoint, les enfants bénéficiaient de cette heure et demie-là que je m'accordais. Donc, c'est pas de l'égoïsme, c'est au contraire, on pourrait le voir, c'est vraiment me donner les moyens donc d'aider les autres. Accepter l'aide, donc aussi pour la santé mentale, c'est important d'accepter l'aide qu'on vous propose et apprenez à déléguer. Apprenez à faire confiance aux autres. Euh, Là encore, je vais reprendre l'exemple de la mère que j'étais quand les enfants étaient plus jeunes, je le suis encore, là, mais mon père j'habitais en Allemagne, mon père était mourant au Canada, et puis en l'espace de 3 jours, j'ai pris l'avion, je suis partie. Et puis, quand j'ai fait ça quand même assez rapidement, j'ai laissé mes 2 enfants de 3 ans et 5 ans toute seule avec mon conjoint au départ 2 semaines. À la fin, finalement, je suis partie 4 semaines. Et puis, tout le monde me demandait: «Ah, mais est-ce que tu as fait plein de petits plats? Tu as rempli le congélo?» Ben non, hein, parce que je suis partie en l'espace de 3 jours, j'ai pas eu le temps de faire ça. Donc, il fallait que je fasse confiance à mon conjoint qui va être capable pendant 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, s'occuper les enfants. Puis au pire, allez, ils vont manger des spaghettis avec de la sauce tomate tous les jours. C'est pas plus grave. L'important, c'est qu'ils puissent s'en occuper, puis après, ben, on prendra la suite. Alors, d'accepter l'aide qu'on vous propose, mais aussi parfois, il faut demander de l'aide pour pouvoir en donner de l'aide. Ça, il ne faut pas l'oublier. On a souvent, dans notre désir d'action charitable ou on peut peut-être parfois oublier qu'on est soi-même dans une situation où il faut demander de l'aide. Pour la santé mentale, c'est important aussi donc ayez confiance en vos capacités. Pratiquez la compassion et l'indulgence envers vous-même aussi. On est parfois très, très dur pour soi.
Elle propose aussi de transformer les pensées négatives liées à votre image et à votre corps en des pensées positives. J'ai essayé de trouver des exemples pour celle-là. Moi, j'en ai moins, mais peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui veut partager. Je ne sais pas si on voit, là, s'il y a quelqu'un qui a une idée de comment on pourrait transformer ces pensées négatives. Est-ce que moi, je ne vous vois pas du tout. Alors, je vais mettre ici. OK, il n'y a pas de réaction. Et puis, prendre le temps d'être fier de vos réussites. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il faut commencer à s'inventer et tout, mais il faut l'accueillir. Si on fait quelque chose de bien, il faut se le reconnaître à soi aussi. Ah. Tout. OK, puis ça ici, c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant. Ah, il y a Olga qui voulait dire quelque chose? Est-ce que, Maria, est-ce que tu peux mettre le micro pour Olga? Oui, je l'ai fait. Je dois demander, je n'étais pas assez vite. OK, on va revenir. Oui, tu as quelque chose que tu peux proposer? Oui, pour la bienveillance, par exemple, avec l'âge, on se trouve toujours quand on se regarde dans le miroir, oh, je ne te reconnais pas, ce n'est pas la même. Mais on trouve, par exemple, les rides, moi je trouve toujours que c'est le trait de l'expérience qu'on a eu, des temps de rire, Oui. des temps de pleurs, des temps d'émotions qu'on a vécues. Donc, c'est le vécu. Je n'ai pas honte de mes rides. Je sais que je n'ai pas le même aspect quand j'avais 30 ans ou même 40 ans, mais on peut être bienveillante en acceptant que les années passent et que ça laisse des traces, mais ce n'est pas des traces dont on doit avoir honte ou on doit les cacher, ce sont des traces d'avoir vécu, d'avoir eu une vie. Et c'est ça, ça veut dire c'est possible, même avec les imperfections physiques. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Je suis bien d'accord. C'est vrai, un bon point, ça. C'est vrai qu'en vieillissant, souvent, mais je pense que c'est souvent aussi le regard des autres par rapport à nous, hein, parce que nous, intérieurement, on est comme, on se sent toujours pareil quelque part. C'est comme tu dis, Olga, c'est en se voyant le miroir, il faut qu'on s'accepte, tu vois, être bienveillant avec notre nouvelle face, on va dire. Mais c'est plus le regard des autres qui peut être difficile et il faut être bienveillant aussi par rapport à ça, par rapport à ce regard. Mais je pense, Monique, que si nous, on l'a bien intégré, puis on l'a bien accepté, on va tellement rayonner que finalement, les autres ne les verront pas trop non plus. mais moi, ce qui me fait rire, c'est parce que je travaille beaucoup avec des jeunes là, en ce moment au travail, puis tu sais, ils sont tellement respectueux avec moi que je suis comme toujours tellement... Et puis moi, j'ai envie juste de rigoler. Tu sais, je suis comme, OK, c'est vrai, je suis âgée là maintenant. Pour eux, je peux être leur mère. Tu sais, comme... Oui. Ça, c'est un revirement de situation là, qu'il faut accepter aussi. Et il y a une chose qu'on voit ça ne change pas, c'est le regard. Les yeux autour, il faut avoir des rides, mais le regard, ça ne change pas. On voit pas un regard vieux par rapport à un regard jeune. Ça veut dire la façon dont on se regarde, ça montre la bienveillance qu'on a envers soi et comment on regarde dans les yeux des autres. Que c'est très important parce que des fois, si on pense que oh, je ne suis pas aussi belle qu'avant ou chose comme ça, on ne regarde plus les autres, on essaie de fuir le regard et c'est une erreur parce que dans le regard, on voit l'âme et l'âme est toujours jeune, est toujours pleine de vie. Tout à fait. Puis ça, par exemple, avec les masques, je trouve que c'est une nouvelle expérience, mais comme on a la moitié du visage masqué, tout ce qui nous reste,
c'est le regard. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on se regarde beaucoup plus dans les yeux qu'on ne l'a jamais fait jusqu'à date. En tout cas, pas dans notre culture ici. Oui, Karen? Mais juste en complémentant à ce qu'il disait Olga, c'est aussi plus on se rend compte qu'on est esprit et que le corps est juste un instrument, on se détache aussi du fait que notre corps vieillit ou peu importe, puis on peut avoir un regard amoureux envers notre corps en pensant c'est l'instrument qui me sert à mon expression ici dans cette vie, mais en réalité, je ne suis pas le corps. Je l'aime, j'en prends soin, mais je suis beaucoup plus que ça. Oui. C'est ça aussi. Tout à fait. Puis je dois en prendre soin juste pour me permettre de continuer à être pour faciliter mon séjour ici. OK, je vais continuer ici. Alors ça, j'ai trouvé très intéressant. C'est quand vous sentez le stress et l'angoisse, vous submergez, prenez un moment pour appliquer la technique STOP. Saisissez le temps pour observer vos pensées. C'est facile à retenir, hein? Stop, surtout ici, on connaît bien l'expression. Et puis, c'est important parce que ça nous permet ainsi donc de prendre conscience de nos pensées néfastes. Et puis ensuite, une fois qu'on en a pris conscience, ben là, c'est plus facile de les empêcher de nous dominer puis de prendre une trop grande place donc, dans notre esprit. Alors, j'ai ajouté en bas, cette pensée n'est pas à moi, j'en choisis une autre. Alors, quand on se rend compte qu'on est en train d'embarquer dans une spirale négative, ben, on peut, le moment de s'en rendre compte, nous facilite, je dirais, de s'en séparer, puis ensuite pouvoir la remplacer par une autre pensée. Alors ça, je voulais vraiment le partager parce que je trouve que c'est facile à retenir. Stop, saisissez le temps pour observer vos pensées. Elle donne aussi comme moyen pour ça, c'était donc pour la santé mentale. Alors, pour le corps émotionnel, par exemple, lorsque vous vivez une émotion négative, un peu comme on vient de penser avec les pensées négatives, mais là, avec une émotion négative, prenez conscience de cette émotion. Arrêtez-vous pour identifier ce que vous ressentez. Essayez de mettre le mot juste sur cette émotion. Ça, c'est très important. Parce qu'en le nommant, déjà, on sort de l'émotion, puis on embarque plus dans le rationnel. Accueillez-la, l'émotion. Il ne faut pas la rejeter. « Ah, je suis en colère, il ne faut pas que je sois en colère. » Non, non, je suis en colère. Je l'accueille, j'ai le droit d'être en colère. Je l'accueille, je respire doucement, et puis laissez-la aller. Il ne faut juste pas rester dans la colère, puis il ne faut pas l'exprimer ou la rejeter sur les autres, notre colère. Mais c'est normal, on est des êtres humains, on a le droit de vivre des émotions qui sont négatives, puis plutôt que de les refouler, puis qu'elles restent là qu'elles restent sous-jacentes, il vaut mieux l'accueillir, la nommer. D'abord, il faut la nommer pour pouvoir l'accueillir, puis ensuite s'en libérer, la laisser passer. Faire la même chose, bien sûr, pour les émotions positives. Alors, lorsque vous vivez une émotion positive, que ce soit de la joie, de la gratitude, prenez le temps de vous arrêter aussi pour savourer ce moment. Souvent, dans les grands moments de joie, on est tellement content, joyeux, qu'on ne prend pas nécessairement le moment de l'apprécier tout de suite, comme de se rendre compte que, ah, là, ça, c'est vraiment un beau moment de joie, puis de ressentir de la gratitude pour cet instant-là. Puis quand on le fait, ben, dans les situations difficiles, c'est comme si on accumulait différentes expériences de grande joie à laquelle on peut puiser
dans des moments difficiles. On peut retourner, se rappeler de ces beaux moments-là, de cet état de grande joie, puis qui va nous aider finalement à surmonter les épreuves. Pour la santé émotionnelle, toujours éviter les comparaisons. Ça, il n'y a rien de plus difficile, de plus nuisible, je dirais, parce que on ne connaît pas toutes les histoires de chacun. Chaque individu est différent. Alors, toujours se comparer, c'est un peu le trip de la performance aussi. Ça peut être disons, un élément motivateur, mais ça peut aussi être nuisible. Alors, laissez-vous être pleinement la personne que vous êtes avec vos forces comme vos faiblesses. Apprenez l'art d'une communication non violente et bienveillante. Trouvez les mots pour savoir exprimer vos sentiments dans la douceur et l'ouverture. Moi, je dis souvent je prie souvent pour que j'arrive à m'exprimer avec sérénité et dans le respect de l'autre. Ensuite, ne laissez pas les imprévus miner votre morale. La vie en est remplie. Essayez de centrer vos pensées sur le moment présent plutôt que de vous laisser envahir par la peur du changement. Ça, je la trouve bien importante parce que cette idée de la vie est remplie d'imprévus, ça me rappelle un petit vidéo que j'ai vu sur YouTube. C'est un urgentologue qui nous rappelait que la vie, elle était faite de bas et de haut et de bas. Toute la vie, elle est comme ça. Puis le meilleur signe de vie, c'est l'électrocardiogramme. Et puis, tant que le cœur bat, des hauts et des bas, c'est la vie. Et puis, parfois, on aimerait tellement que tout se passe bien, que tout soit facile. Puis, quand l'électrocardiogramme montre une ligne droite comme ça, ben, c'est la mort. Alors, je la trouve, cette image-là, très, très forte pour nous aider à se séparer de cette idée-là que la vie doit être facile, puis plutôt d'accepter que la vie, c'est des hauts et des bas. Puis quand on est en bas, ben, il y a un moment donné, on va remonter. Puis juste de bien l'accepter pour pouvoir ensuite avoir cette confiance qu'on va remonter, puis on va arriver à surmonter nos difficultés. C'est une illusion qu'on a de penser que tout doit avoir lieu, on va en vacances, puis il faudrait que toutes les vacances soient absolument parfaites, sans aucune contrariété ou quoi que ce soit. Mais non, ça fait partie de la vie, tout ça. Alors, si on l'acceptait déjà, que la vie, elle est faite de hauts et des bas, ben déjà, ça serait plus facile de faire face à nos difficultés. Santé, elle propose aussi de développer notre empathie par une écoute bienveillante, sans jugement. Ça, c'est très, très important. Par un intérêt pour le vécu des autres, par une attention particulière au monde émotionnel des personnes de votre entourage. Et puis, elle propose de développer vos interactions sociales, mais aussi votre conscience sociale. Donc, celle-ci vous permettra de détecter et de comprendre les émotions d'autrui et d'y réagir de façon appropriée pour le mieux-être de chacun. Alors, je ne sais pas si vous remarquez, mais on a commencé par le corps, le mental, puis plus on monte vers la santé émotionnelle, puis on va approcher de la santé spirituelle, plus on s'ouvre un peu plus vers les autres. Alors, pour la santé spirituelle, méditez ou recueillez-vous en visualisant la paix intérieure ainsi que la paix dans le monde. Ayez des pensées bienveillantes envers vous-même, ou encore plus difficile, parce que des fois, on ne s'aime pas trop, ou envers une personne avec qui vous vous entendez plus ou moins bien. Ça, ce n'est pas toujours facile. Mais quand on l'exerce, ça facilite ensuite aussi les communications avec cette personne-là. Envoyez de l'énergie positive aux gens qui vous semblent malheureux.
Lorsque vous entendez ou lisez des nouvelles décourageantes, prenez un moment pour éprouver une réelle compassion pour ceux qui doivent traverser cette épreuve. Elle propose aussi d'identifier ce qui est vraiment important pour vous, vos valeurs, vos besoins, le sens que vous donnez à votre vie. Puis motivez-vous en fonction de ça. Puis quand vous êtes dans des moments difficiles, retournez à ses priorités. Là, c'est moi qui ai mis en caractère gras ici, le retourner à ses priorités. Pour nous rappeler pourquoi on est là, qu'est-ce qui est important pour nous pour justement faire les bons choix dans les moments difficiles. Lorsque vous entendez quelqu'un parler en mal d'une autre personne, empressez-vous de souligner une qualité que cette personne possède. Ah, ça, j'ai trouvé, c'est une très bonne recommandation. C'est très pratique. Parce qu'en soulignant une qualité, on coupe. C'est une façon, comme on parlait tout à l'heure, d'interrompre nos pensées négatives ou nos émotions négatives. On entend parler en mal d'une personne, puis dès qu'on va souligner une qualité, on change on pourrait dire l'énergie, mais on change tout ce qui se passe tout autour dans la situation. Impliquez-vous auprès de votre communauté. En plus d'être généreux, le geste d'aider les autres peut vous apporter un sentiment de bien-être. Alors, on le sait qu'aider les autres, souvent, ça nous apporte beaucoup de... C'est gratifiant. Et puis, prenez le temps de vous déposer régulièrement et de respirer lentement pour calmer votre esprit et ressentir les émotions qui émergeront de votre bienveillance spirituelle. Alors, avec des exemples très pratiques de comment d'être bienveillant envers soi, on voit en travaillant sur nos 4 corps, on est d'abord bienveillant envers soi pour ensuite pouvoir être bienveillant avec les autres. Puis ça, il me semble que ça m'apparaissait comme, c'est essentiel, puis il faut bien le comprendre, ça. On le dit, c'est plus facile d'aimer les autres quand on s'aime soi-même. C'est plus facile d'être ouvert envers les autres quand on est ouvert envers soi-même. Si on est capable d'accepter nos faiblesses, on pourra accepter les faiblesses des autres aussi. Alors, ici, je vais juste remettre le lien donc pour cet article-là, pour lequel je ressens personnellement beaucoup de gratitude, parce que c'est comme si ça me permettait de donner un sens à toute cette pandémie, à ce confinement, à cette situation qu'on vit, de bien comprendre qu'est-ce que la bienveillance, puis comment la pratiquer pour soi, puis ça, à tous ces à ces 4 niveaux, et puis ensuite pouvoir s'ouvrir aux autres. On le voit bien, il me semble, là, que c'est d'abord vers soi, puis ensuite vers les autres. Et puis, juste pour terminer, je voudrais relire avec vous cette prière des Nations unies que j'aime beaucoup. Seigneur, notre terre n'est qu'un petit astre dans l'immensité de l'univers. C'est à nous d'en faire une planète peuplée de créatures qui ne soient plus tourmentées par la guerre, ni torturées par la faim et la peur, on pourrait dire aussi par la maladie, ni ne soient irrationnellement divisées selon leur race, la couleur de leur peau ou leur conception du monde. Donne-nous le courage et la force d'entreprendre dès maintenant cette mission pour que nos enfants et les enfants de nos enfants puissent un jour porter avec fierté le nom d'être humain. Une prière qui a été écrite peu après la Deuxième Guerre. Et puis,
qui représente bien mon souhait le plus profond. Alors, c'est tout. C'est une petite présentation, mais avec des exercices bien, des exemples de pratiques bien pratiques.